L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Michael Grimberg. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes gynécologue obstétricien, spécialiste de la PMA. Vous êtes, entre autres choses, chef du service fertilité de l'hôpital Antoine Béclère à Clamart. C'est aujourd'hui donc que le projet de loi sur la bioéthique arrive à l'Assemblée nationale, ici en France. Sa mesure phare et la plus discutée est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron sur laquelle il est très attendu. L'extension de la procréation médicalement assistée, la PMA, à toutes les femmes. Pour bien savoir de quoi on parle, c'est un sujet compliqué. On va peut-être d'abord rappeler en quoi consiste la PMA et qui, en France, aujourd'hui, peut y avoir accès. Alors la PMA, aujourd'hui, c'est l'ensemble des techniques qui permettent à un couple infertile, qui n'arrive pas à concevoir pendant en général 1 an, couple hétérosexuel, en âge de procréer et vivant. Ça, c'est la loi actuelle. Les techniques peuvent faire appel soit au sperme du conjoint, aux gamètes, aux ovocytes, aux ovules de la conjointe, ou alors à des tiers donneurs. Et avec ça, on fait des techniques qui peuvent être des inséminations intra-utérines, c'est-à-dire remettre des spermatozoïdes au fond de l'utérus pour une fécondation qui va se faire naturellement dans les trompes et un développement embryonnaire tout à fait normal derrière, ou alors par fécondation in vitro, où on va stimuler fort les ovaires de la femme, prélever des ovules, donc les sortir du corps en le faisant par une technique opératoire, les mettre en fécondation avec les spermatozoïdes pour générer des embryons au laboratoire, embryons qui seront replacés dans l'utérus. Voilà pour l'état de la loi aujourd'hui. Qu'est-ce que propose le projet de loi sur la PMA ? Alors aujourd'hui, la mesure phare, vous l'avez dit, c'est le fait d'ouvrir cette assistance médicale à la procréation pour des couples de femmes et pour des femmes célibataires. Donc ça veut dire que c'est des femmes qui n'avaient aujourd'hui aucune possibilité de pouvoir avoir un enfant légalement, si ce n'est en allant à l'étranger ou si ce n'est en ayant recours à des mesures d'adoption. On va y revenir. Une mesure légitime selon vous, mais qui sera difficile à mettre en place. Expliquez-nous pourquoi. Alors, légitime, bien sûr, parce qu'elle répond à des problématiques sociétales et donc il est relativement aisé de voir qu'autour de nous, il y a toujours des gens qui ont plus ou moins eu recours à des techniques pour essayer d'y arriver, quand ce sont y compris chez les couples hétérosexuels, mais bien sûr chez des femmes célibataires et des femmes homosexuelles. Donc ça répond à une vraie problématique sociétale. Maintenant, ça va demander le fait d'avoir des donneurs de sperme. Et aujourd'hui, on est, on va dire, plus qu'à flux tendu. On peut parler même un peu de pénurie. Donc ça va vouloir dire qu'il va falloir faire attention puisqu'on va avoir dans les tuyaux plus de patients potentiels qui seraient candidats à ce don de sperme. Voilà, la loi va changer, ça veut dire que potentiellement il va y avoir plus de patientes, pour le coup, dans les services de fertilité des hôpitaux. En revanche, le nombre de donneurs de gamètes, d'ovocytes ou de sperme, lui, a priori, ne va pas changer et on en manque ici en France. Alors aujourd'hui, on espère bien sûr qu'il va changer parce que c'est vrai qu'en l'état actuel des choses, on ne pourra pas subvenir aux besoins. Alors, on va peut-être parler de la levée d'anonymat qui va aussi arriver pour les gamètes. Dans beaucoup de pays, cette levée d'anonymat s'est associée, en tout cas dans les premiers mois, voire les premières années, à une baisse du nombre de dons. Donc ça veut dire que potentiellement, là où on est déjà plus qu'à flux tendu, on va avoir encore une pénurie. Donc ça va vouloir dire qu'il va falloir pouvoir proposer ces dons aux couples hétérosexuels qui en auront besoin, aux femmes en couple, et aux femmes célibataires. Alors précisément, pourquoi est-ce que la loi propose de lever une partie de l'anonymat sur les donneurs de gamètes ? Ça peut paraître contre-productif ? Alors ce n'est pas forcément contre-productif parce que ça répond à une problématique aujourd'hui qui est celle du secret où toute cette PMA avec tiers donneur se fait dans un contexte global de secret. C'est-à-dire que la première des choses qu'on fait, c'est systématiquement de vouloir attribuer un donneur qui ressemble à la personne physiquement, j'entends, et même jusqu'au groupe sanguin, pour que l'enfant ne puisse pas identifier. Si jamais les parents ne veulent pas donner l'information à l'enfant, il n'y a aucune possibilité pour cet enfant de savoir exactement comment il a été conçu. Aujourd'hui, ce n'est pas concevable de rester dans cette culture du secret. C'est tout à fait légitime, plutôt que de vivre avec des secrets de famille qui vont tomber à un moment et être des véritables drames pour les personnes qui les subissent. Aujourd'hui, on se doit de mettre en place des mesures pour essayer de lever cet anonymat, en tout cas pour que l'enfant, à sa majorité, puisse éventuellement, s'il le veut, avoir la possibilité d'avoir des informations
sur le donneur qui a été à l'origine de sa génétique. Alors pour revenir aux façons de remédier au manque de gamètes qu'on connaît ici en France, est-ce que l'idée de dédommager ou de rémunérer les donneurs comme ça se fait notamment en Espagne, alors ce n'est pas dans la loi, mais est-ce que ça peut être une méthode qui a montré son efficacité? Alors ça peut bien entendu être une solution. Maintenant, on ne sait tellement pas du tout dans les principes français du don que je pense que cette mesure ne passera jamais. Donc à nous de faire le travail pour qu'on arrive à avoir plus de donneurs, c'est-à-dire des campagnes d'information, de la communication qui soient faites à un plus large niveau que ce qui est fait par l'Agence de la biomédecine. Aujourd'hui, les campagnes de communication de l'Agence de la biomédecine, qui sont pour l'instant les seules autorisées, n'ont, force est de constater, aucun effet réellement bénéfique sur le nombre de dons. Donc ça veut dire aussi potentiellement ouvrir ce don au secteur libéral, pas uniquement le restreindre au secteur public, pour qu'il puisse y avoir pour tout le monde une possibilité relativement aisée de pouvoir réaliser ces dons s'ils en ont envie. Alors parmi les autres mesures qui sont dans ce texte, il y a la question de l'autoconservation des ovocytes. Alors là encore, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très encadré ici en France. Les femmes peuvent faire conserver leurs ovocytes si elles ont des problèmes de santé, notamment. La loi propose là encore de l'élargir. Oui, la loi propose d'élargir et finalement de remédier à un vrai problème. Aujourd'hui, on a un problème de santé publique qui est de toute façon le déclin de la fertilité avec l'âge. Et parallèlement à ça, les femmes font des enfants de plus en plus tard. Par ailleurs, il y a de plus en plus de séparations, de nouvelles unions qui veulent se sceller avec le fait d'avoir un enfant. Malheureusement, les femmes arrivent un peu plus âgées quand elles n'arrivent pas à avoir d'enfants dans les services de médecine de leur production. Et nous n'avons pas moyen aujourd'hui d'améliorer la qualité des ovules quand elle a décliné avec l'âge. Et c'est un fait. La seule possibilité qu'on ait aujourd'hui, j'espère que ça changera avec les recherches, mais pour l'instant, ce n'est que de figer le temps en ayant congelé des ovules. Donc ça veut dire qu'une femme qui aurait congelé des ovules à 32 ans ou à 28 ans pourrait, même si elle veut un enfant à 38, utiliser via de l'assistance à la procréation ces ovules avec un potentiel de 28 ans et donc avec toutes les chances d'avoir une grossesse au bout du compte. Parce que la grossesse avec l'AMP chez une femme qui a 40 ans, qui conçoit avec ses ovules de 40 ans, 41 ou 42 ans, ne va avoir guère plus que 10% de chance d'avoir un enfant dans les bras à la fin. Situation assez hypocrite, car en réalité, et vous en faites partie, je crois, il y a énormément de praticiens aujourd'hui qui font conserver, qui acceptent de conserver des ovocytes de femmes qui ne présentent pas de situation médicale particulière. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on est sans arrêt en train d'essayer de coller le plus possible à la loi, donc d'essayer de trouver des arguments médicaux qui permettent d'aller vers ce qui nous permettrait, ce qui nous autoriserait à faire cette autoconservation. C'est vrai que des fois c'est très tiré par les cheveux, et donc la loi va permettre en tout cas pour nous de faire ça de manière libre et pour les femmes d'avoir accès à une technique qui est relativement efficace. La France a été jadis pionnière en matière de médecine de la reproduction. Elle ne l'est plus. Comment expliquer qu'aujourd'hui, le taux de réussite de la FIV, je crois, est de 30%, un cas sur 3 qui marche ici en France, quand en Espagne, où le système n'est pas le même, on sait, il est presque de 100%. Alors, il n'est pas de 100%. Dans le secteur privé, en tout cas. Non, il n'est pas de 100%. Il est au mieux de 50-60%, ce qui est déjà beaucoup. Hein. Ça fait un delta de 30 points, ce qui est énorme. Ceci étant, pourquoi tout ça ? Parce que sans doute des lois qui n'ont pas évolué suffisamment vite. Avec des techniques qui, avec les améliorations scientifiques, permettent de faire de plus en plus de choses. Je pense notamment au screening génétique des embryons. Il n'est pas mentionné dans la loi. Aujourd'hui, on sait qu'on replace 60, et chez les femmes de 40 ans, 80% d'embryons qui sont générés en fécondation in vitro sont génétiquement anormaux et donc ne s'accrocheront pas ou donneront des fausses couches. Donc pour vous, la loi ne va déjà aujourd'hui pas assez loin Elle pour va remédier... déjà pas assez loin, parce qu'aujourd'hui, la majorité des pays limitrophes autorisent ce screening génétique chez les embryons pour que les centres de PMA et les femmes ne fassent pas tout ça pour rien. C'est du travail pour rien pour nous et c'est des faux espoirs pour les femmes alors qu'on sait pertinemment, on pourrait savoir qu'on replace des embryons qui n'ont aucun potentiel. Pourquoi ne pas les sélectionner pour remettre directement ceux qui ne sont pas trisomiques 13, 18 ou 21 qui vont concourir à un échec derrière? Ça n'a aucun sens aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on demande, c'est de pouvoir bénéficier des techniques qui ont démontré une efficacité.
peut-être pas en augmentant les taux de grossesse déjà, mais en tout cas en permettant d'arriver plus vite à la grossesse et d'arrêter de faire des replacements embryonnaires pour rien. Vous, le scientifique, que répondez-vous, le médecin, l'Académie de médecine qui dit que la PMA étendue à toutes les femmes et aux couples de femmes et aux femmes seules créerait une rupture volontaire d'égalité entre les enfants, une rupture anthropologique majeure. Je cite les propos de l'Académie de médecine. Alors, j'ai pas forcément envie de beaucoup répondre à ce genre de choses parce que quand on voit déjà comment ça s'est passé, c'est une espèce d'autosaisine de la commission d'éthique de l'Académie de médecine qui est présidée par le professeur Jean-François Mattei, dont on connaît particulièrement les positions. C'est un catholique pratiquant qui va aller donc de fait, qui est anti-PMA, qui a déjà eu, quand il était ministre de la Santé, des propos qui étaient plutôt discriminants par rapport aux médecins et aux patientes qui avaient recours à la PMA. Je vous rappelle que l'Église est anti-PMA, quelle qu'elle soit, y compris pour les couples hétérosexuels. Donc de toute façon, ça ne pouvait pas aller dans le bon sens quand le rapporteur est Jean-François Mattei. Au-delà de l'Académie de médecine, évidemment, vous avez conscience de à quel point ce projet de loi fait débat dans la société française et la question du père ou de l'absence du père, selon certains. Comment vous, le scientifique, vous l'abordez ? La question de l'absence du père, aujourd'hui, quand on regarde les études qui ont été bien conduites, et il y en a aux États-Unis, avec des enfants qui ont été suivis jusqu'à 18-25 ans, et qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas de conséquences à proprement parler, ils ne sont pas plus psychopathes ou je ne sais quoi, qu'ils se développent tout à fait bien et ils vont parfaitement bien, eh bien si la société évolue, et elle a évolué globalement parce que la majorité des avis vont dans le sens d'ouvrir cette PMA aux femmes célibataires et aux femmes en couple, pourquoi est-ce qu'on irait absolument chercher des arguments qui, pour certains, sont compliqués à entendre? Ok, je peux comprendre que ça dérange certains, mais ça répond à des demandes sociétales avec des arguments scientifiques qui, aujourd'hui, n'ont jamais démontré que ces enfants allaient moins bien. Est-ce que ça ne fait pas peser une responsabilité nouvelle sur vous et vos équipes qui, quelque part, avaient le choix d'autoriser ou non, de donner la chance à une femme seule ou un couple de femmes d'avoir un enfant, là où avant, peut-être, vous ne vous posiez pas la question? En fait, on s'est toujours posé la question parce qu'il y a dans ces demandes de PMA, y compris pour les couples hétérosexuels, un enfant au bout du compte. En tout cas, on l'espère. Ça veut dire des énormes conséquences potentielles et une énorme responsabilité pour les équipes médicales. Donc, on a toujours, quand on a un couple en face de nous, la nécessité de décider si oui ou non on pense qu'on est dans les bonnes conditions pour le faire. Il est vrai, notamment pour les femmes célibataires, que ça va sûrement un petit peu encore au-delà. On peut se poser la question des ressources éventuellement. Qu'est-ce qui se passe si cette femme n'est pas suffisamment entourée? Parce que si cette femme est amenée à décéder prématurément, il n'y a personne d'autre pour s'occuper. En tout cas, il n'y a pas le conjoint pour s'occuper de cet enfant. Donc c'est vrai que ça va nous responsabiliser encore un peu plus. Et nous, ce qu'on va demander, c'est d'avoir la possibilité d'être libre de juger qui on pense être éligible pour ce genre de pratique, avec l'encadrement des professionnels dont on pensera qu'ils sont importants dans ce parcours, pour essayer de continuer à faire ce qu'on n'a jamais voulu faire, c'est faire n'importe quoi. Donc on sait qu'on a une responsabilité, on l'a toujours eue, on l'aura toujours, elle est peut-être encore plus grande maintenant, mais elle ne pose pas de problème. Elle permet, en tout cas, cette ouverture de la loi, de répondre à des demandes qui sont parfaitement légitimes d'un point de vue sociétal. Merci beaucoup, professeur Michael Greenberg, d'être venu ce matin sur le plateau de Paris Direct, chef du service fertilité à l'hôpital Antoine Béclère à Clamart, que Damien Coquet connaît bien. L'hôpital, en tout cas, c'est là qu'est née sa petite fille. Belle journée à vous et à bientôt.